Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bonjour et bienvenue en ce joli mois de février. On va continuer, et vous allez me dire, mais on rabâche tout le temps quand même, hein. Non, effectivement, on rabâche pas, on porte cette bonne qualité de l'air, ce bien respirer, la santé également de vous toutes et vous tous par, je dirais, des éclairages ponctuels ou un petit peu plus précis parfois, voire même, je dirais, étonnants, mais surtout toujours en bienveillance, hein. On est là pour avoir tous ensemble l'envie et le désir d'avoir une bonne atmosphère autour de nous pour bien respirer et une bonne qualité de l'air, bien entendu. Aujourd'hui, une émission qui va se faire avec l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, qui est l'APPA, et représentée ici avec son président, Monsieur Denis Charpin, professeur, bienvenue parmi nous. Merci. Et vous n'êtes pas venu, contrairement à la première émission, Denis, vous n'êtes pas venu seul. Aujourd'hui, vous êtes venu avec Delphine Brosmith, qui est la directrice de l'APPA. Et je crois qu'aujourd'hui, on va parler de l'APPA. C'est ça, Delphine? Bonjour. C'est ça, on parle de l'APPA aujourd'hui. Merci Nicolas de l'invitation. Avec plaisir de vous recevoir. Alors, on va revenir sur quelque chose de très simple au départ. Vous avez quelques petits principes qui me vont très bien. L'APPA, avant tout, 2 phrases qui me plaisent beaucoup. Connaître, informer, rassembler pour agir. Ça, c'est important. Et puis, on a l'APPA, les membres de l'APPA, une association qui est depuis 1958, vous nous le redirez, mais c'est l'association l'APPA est convaincue que chacun peut être acteur de la qualité de l'air intérieur et de sa santé. On a tout dit dans ces phrases-ci. Allez, à tout seigneur, tout honneur. Pas monsieur le président, mais non, madame d'abord. Delphine, qui êtes-vous? Qui est l'APPA? Alors, l'APPA, association nationale, important de le mentionner. Elle existe depuis 1958, reconnue d'utilité publique depuis 1962, avec une évolution des différentes missions qui ont été attribuées à l'APPA. Néanmoins, ce que tu disais, Nicolas, sur les maîtres mots de l'APPA reste toujours vrai. L'objectif, effectivement, est de faire en sorte que la qualité de l'air reste bonne pour pouvoir respirer correctement, même si on n'a pas forcément conscience de ces choses-là. Naturellement, un des mots qui avait été évoqué pour la PPA, c'était qu'il fallait œuvrer pour le bien commun, un des biens communs de l'humanité, la qualité de l'air. C'est un des maîtres mots de la PPA au travers des différentes actions que l'on porte. Éléments sur la qualité de l'air et la santé qu'on retrouve dans les 17 points de l'ODD des Nations Unies, des objectifs de développement durable notamment, qui font partie des éléments immuables et essentiels justement de la préservation, je dirais, de notre LC, de notre humanité avant toute chose. Alors la PPA... quel a été le postulat de départ pour la création de cette association? Et également, 4 ans plus tard, 1958 création, 1962, elle devient reconnue d'utilité publique. Donc là, c'est une reconnaissance et on voit une action extrêmement forte. Qu'est-ce qui a, et peut-être qui, avant tout, c'est une histoire aussi de personnes, qui est à l'origine de cette association et quel a été le postulat vraiment de départ? Alors, je ne sais pas si tu veux peut-être... Alors, peut-être je peux répondre, quoique en 1958, vous étiez un très jeune homme. J'ai des cheveux blancs, je n'étais pas aux manettes. Cette association a été créée, en réalité, après les grands épisodes de pollution atmosphérique des années 50, 1952, 1956. Ce sont deux dates historiques qui ont permis... Des pollutions de quels ordres? De pollutions d'origine à la fois industrielle et des foyers domestiques. Le chauffage, au bois en l'occurrence. Charbon. Charbon aussi, oui. À une époque où on se chauffait au charbon et les industriels fonctionnaient au charbon. Et lors d'épisodes hivernaux, lorsqu'il y a un temps très stable, une période anticyclonique, là, comme on dit, une inversion de température, on a observé, notamment à Londres, des milliers de décès supplémentaires. Le smog de Londres qu'on a retrouvé. Tout à fait. Et alors, à ce moment-là, de façon peut-être un peu paradoxale, ce sont les grands industriels qui ont voulu se racheter une bonne conscience
et qui ont créé cette association. Et d'ailleurs, pendant longtemps, bon, c'est moins le cas aujourd'hui, mais ces grands groupes industriels étaient représentés dans le conseil d'administration de la PPA. Et puis, bon, ensuite, actuellement, c'est encore un peu le cas, mais c'est peut-être devenu un peu gênant aussi d'avoir ces beaucoup plus à la pollueurs marge, quand même, ces pollueurs, et puis bon, mais qui sont beaucoup moins pollueurs aujourd'hui. Et alors, ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que la PPA était à l'origine des réseaux de surveillance de la qualité de l'air. Elle a créé la surveillance de la qualité de l'air en France. Elle a été jusqu'à gestionnaire de 17 réseaux de surveillance de la qualité de l'air. Et puis ensuite, en 1981, avec la création du ministère de l'Environnement, cette fonction a été dévolue aux associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Et d'ailleurs, à ce moment-là, la PPA a dû vraiment faire une révolution, parce que sa raison d'être, c'était la mesure. Bien sûr. Et on lui a enlevé la mesure. Et donc, dans une deuxième étape, qui est celle d'aujourd'hui, c'est bien davantage interpréter la mesure, faire prendre conscience qu'est-ce que veut dire cette mesure et comment on peut faire en sorte que ces taux de pollution baissent, comment le citoyen peut participer à cette gestion de la qualité de l'air. D'accord, donc un vrai rôle finalement d'expertise et d'accompagnement. Alors, oui, d'expertise et comme tu le disais au départ, connaître, et c'est vraiment le point fort de cette association. C'est une association de scientifiques et les bénévoles sont originaires de champs scientifiques extrêmement variés et ils ont pour mission justement d'étudier la littérature internationale, les publications pour en ressortir les éléments pertinents. Ils ont beaucoup de lectures à avoir alors, parce qu'il y a pléthore de... Pas plus tard que mardi, on avait justement une session qu'on appelle la veille scientifique, c'est-à-dire que chacun fait part des articles, des connaissances nouvelles dans ce domaine-là, donc que l'on partage, et qu'ensuite on va relayer sur le site de l'association et également par les réseaux sociaux. D'accord, le site de l'association, on peut en parler peut-être tout de suite, appa.org. .asso.fr. Oui. .asso.fr, d'accord, appa.asso.fr, oui. Pour les retrouver. Et donc là, je dirais, toutes ces informations, on va les retrouver. J'ai vu aussi dans votre, échelle chronologique, vous avez peut-être aussi la revue Pollution atmosphérique. Oui, alors, la revue Pollution atmosphérique, oui, c'est une création très originale. Seule revue de langue française entièrement dédiée à la qualité de l'air, à la pollution atmosphérique, qui est en cours de refonte et de retravail, de réflexion sur l'hébergement de la revue, qui devrait ressortir cette année grâce à l'Université de Lille et au partenariat qu'on a avec un laboratoire notamment hébergé donc, sur le campus de l'Université de Lille. Ouais. Donc elle devrait pouvoir ressortir cette année avec... Faudra venir nous en parler. Ah sans parce problème. Que là, si c'est une revue scientifique sur la pollution atmosphérique, et puis un petit peu, je dirais, ce qui est toujours bon, c'est d'ouvrir ses chakras ou d'ouvrir son esprit. Je dirais que ça, c'est toujours preneur, et puis un petit coup de pouce d'en parler. Ce sera pas anodin, et puis surtout, puis on peut le dire au plus grand nombre que n'oubliez pas, la revue peut être numérique ou elle peut être papier. Alors, elle était sur les deux formats. Alors, au départ, la revue était exclusivement papier, parce qu'elle existe depuis 1961. Et il y a effectivement toutes les archives à la PPA en Hauts-de-France. Et là, effectivement, elle serait sur une version numérique, en fait. D'accord. Donc, on prend sa avec tablette un gros et puis on travail regarde. après, effectivement, de numérisation de certains anciens numéros qui pourraient être intéressants. Mais bon, ça, c'est... Donc voilà, tout un chacun peut aller piocher aussi dedans, et ça, ce sera intéressant. Il y a également une part importante de la PPA avec la formation. La santé, évidemment associée à tout cela, et notamment la santé et des environnements intérieurs. Pouvez-vous nous en dire un petit peu de cette formation ?
un petit peu plus. Bon, il y a des formations au fil de l'eau. Hein. Par exemple, il y a des formations auprès des professionnels du bâtiment. Il y a toutes sortes de webinaires, peut-être. Oui, c'est Delphine en dira un petit mot. Oui, quand Denis disait la PPA a dû se réinventer dans les années 80 par rapport à l'évolution des différentes missions, effectivement, c'est un champ disciplinaire qu'on a exploré et qu'on continue d'investiguer de plus en plus pour pouvoir répondre justement à ce besoin d'information de tout un chacun, de tout le monde, de l'individu lambda, mais des collectivités également, des professionnels de santé. L'objectif, c'est vraiment de contribuer à diffuser des messages pour permettre à tout le monde d'être acteur, ce qu'on disait finalement tout à l'heure, de sa santé et de sa qualité de l'air. Donc de multiplier les canaux les plus adaptés possibles en fonction de l'interlocuteur, en fonction des besoins, en fonction de l'état des connaissances aussi des personnes qui sont effectivement impliquées. Et après, d'autres actions de formation plus ciblées. Et là, je vais laisser Denis en reparler par rapport à des formations plus spécifiques sur la qualité de l'air intérieur, la qualité des environnements intérieurs. Alors justement, les qualités des environnements intérieurs, moi ça me parle tout particulièrement. J'ai la chance de participer en ce moment justement à CAP 2030. Qui, on le sait bien, ça c'est porté par le CSTB, c'est porté par Alliance HQE notamment, et il était question à un moment donné, après la RE 2020, que tout le monde a entendu parler, qui nous a amélioré encore l'isolation de nos bâtiments, mais pour lequel le traitement de l'air est nécessaire de le laisser circuler, parce que sinon on va avoir des cocottes minutes, plus des bouteilles thermos, mais on va vraiment mal y vivre dedans. Et c'était d'aller plus loin que la RE 2020, de créer un label RE 2020. Et finalement, on s'achemine vers une prise en compte qui s'appelle CAP 2030. Et dans ce CAP 2030, il y a 9 points. Alors, on a l'adaptation au changement climatique, l'énergétique, et il y a la qualité des environnements intérieurs. On le retrouve. Et dans ces environnements intérieurs, on a l'acoustique, la luminosité, et on a la qualité de l'air. Donc à un moment donné, effectivement, on s'aperçoit aussi, et vous depuis 1958, votre création, vous le voyez, on est parti de points peut-être assez spécifiques sur la prise en compte de la qualité de l'air, et maintenant on se dit, la qualité de l'air, c'est pas que un polluant dans son coin, c'est beaucoup de polluants, c'est beaucoup de facteurs qui vont les créer, c'est beaucoup d'attitudes de la part de nous, je dirais, êtres humains et usagers notamment, et industriels ou fabricants ou entreprises, dans tous les cas, ou collectivités territoriales également. Donc là, on a vraiment le champ qui s'élargit, et dans cette formation, c'est le cas. Oui, alors là, il s'agit d'un diplôme interuniversitaire, donc là, avec Aix-Marseille Université, en collaboration avec l'Université de Lille. C'est un diplôme universitaire que j'ai mis en place au début des années 2000, donc ça fait longtemps. Bon, à l'époque, c'était un diplôme mono-universitaire qui s'appelait Conseil Habitat Santé. Alors, le Conseil Habitat Santé, c'est toujours l'activité, quand on va à domicile à la demande du médecin, c'est le Conseil Habitat Santé. Mais le diplôme actuel s'appelle Santé environnementale en milieu intérieur. Et la particularité de ce diplôme, c'est que la porte d'entrée, ce sont les risques respiratoires. C'est-à-dire, c'est une personne qui vient consulter pour des symptômes ou des maladies respiratoires. Et puis, l'enquêteur va à domicile, mais sur l'ordre du médecin. Sur l'ordre du médecin. Ouais. Mais ce que j'ai souhaité d'emblée, c'est que, à côté de la prise en charge des risques respiratoires, la personne ait une vue plus générale des risques de l'habitat. Parce que finalement, ce qui coûte cher dans cette activité, c'est de rentrer dans le logement. C'est tout ce circuit qui fait que la personne va se trouver chez l'occupant du logement. Et il me paraissait d'emblée dommage de se donner des œillères et de ne considérer que les risques respiratoires. Alors, donc une partie des sources des problèmes, finalement. On serait passé à côté. Oui, et puis on a constaté dans une étude qu'on avait publiée en 2008, déjà assez ancienne, qu'en moyenne, un logement cumule 2,8 risques de nature différente. C'est-à-dire quand il y a un risque, il y a de très fortes chances qu'il y en ait d'autres, de nature différente. C'est pour ça que dans ce diplôme, ça peut paraître un peu curieux, mais on a par exemple un exposé sur les rayonnements électromagnétiques, les accidents domestiques, le saturnisme, qui est l'intoxication au plomb. Voilà. Même si l'intoxication au plomb n'a pas de répercussion sur la fonction respiratoire. Donc c'est elle l'a sur la selle cérébrale. Prise en charge, oui, cérébrale, rénale. Ouais. Donc c'est une vue davantage de santé publique que de pneumologie pure. De toute façon, on est nous-mêmes en tant qu'être humain
une multicomposition de facteurs et d'éléments, et à un moment donné, se dire qu'il n'y a qu'un seul élément qui... Et il n'y a rien de pire, à mon avis, toujours, que de penser que si j'agis sur un seul élément, ça va suffire. C'est ça, je dirais que la partie scientifique, la partie, je dirais, expérience de la vie, tout simplement, hein, au travers de tout ce qu'on peut vivre, c'est jamais un élément qui fait qu'on dit, tiens, là j'ai raison sur ce point-là. Non, la vérité est bien plus, quelquefois, difficile à montrer, mais le champ est beaucoup plus vaste de réflexion. Alors maintenant, on ne prétend pas, en 4 sessions d'une semaine, faire des spécialistes dans tous ces domaines-là, justement. Mais le principe, c'est d'en connaître assez pour passer la main. La main à un spécialiste. Par exemple, si on suspecte la présence de plomb, on va faire appel au service communal d'hygiène et de santé ou à l'ARS, parce qu'il faut un dispositif assez particulier pour aller mesurer la plombémie sur la quantité de plomb sur les surfaces. Bien sûr. Et la dangerosité associée. Mais voilà, on a des acteurs relais qui prennent en charge ces risques spécifiques. Une petite question pour revenir sur justement la qualité de l'air et sur cette prise en compte. On retrouve aussi, on sait que dans nos polluants intérieurs, on a les particules fines, on a le COV, on a le formaldéhyde, on a pas mal de choses. On retrouve le radon aussi ou pas ? Alors, ça dépend beaucoup des localisations. Pour qu'il y ait du radon, il faut qu'il y ait du granit. Alors, le granit, par exemple, dans la région PACA, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a sur la chaîne de l'Estérel, mais il y en a dans le Jura, il y en a dans le Massif central, il y en a beaucoup en Bretagne. C'est la zone géographique. Et là, oui, c'est la pollution intérieure, parce qu'à travers les fissures de la roche, le gaz radioactif s'infiltre. Et c'est vraiment à connaître. Par exemple, pour un pneumologue, on sait que la présence de radon, c'est le 2e facteur de risque après le tabac. Sur le cancer du poumon. Si on ne parle pas des risques professionnels, oui, c'est le 2e risque. Donc, c'est pas à négliger, surtout qu'il y a des solutions pratiques. Il faut boucher les fissures et bien aérer le logement. Bien ventiler, et même dans la ventilation. Moi, j'ai une expérience sur ce plan-là, notamment quand on amène de la ventilation en surpression, on va empêcher les remontées du radon, et on a des traitements. On va redonner ici des seuils. On parlait dans l'émission précédente dans laquelle vous êtes venu, Denis. On a des seuils de l'OMS qui sont bien plus drastiques que peuvent être les seuils français. Au niveau du seuil de Becquerel en France sur le radon, on est à 300 Becquerel notamment. On est à 100 au niveau de l'OMS, mais il faut savoir que en tant que cancérogène avéré, le radon, si on grimpe de chaque palier de 100 becquerels, on a 15% de malchance d'avoir de plus, ou de seuil de plus, d'avoir ou de développer un cancer du poumon. Et sachez que, vous avez raison, c'est sur toute la France, on en trouve partout, les filons sont différents, il y en a même un filon dans le nord qui suit un peu les mines et autres, et on a 35% du territoire national qui est concerné. 80% de la Corse, par exemple. Voilà, on voit vraiment les chaînes de massifs jeunes. Et ce radon, on a des seuils qu'on va trouver vous savez, on vient de le dire, on ne dépasse pas 300 becquerels, mais à un moment donné, nous, on trouve des seuils qui vont à 15 000, 18 000. Et le traitement avec une bonne ventilation sur pression, notamment, traitement des fissures également du bâtiment, on tombe à moins de 100. Les solutions existent. Et elles sont au titre de bien faire sa ventilation chez soi, ce qui est aussi un avantage. Mais par contre, il faut bien évidemment le regarder et le mesurer. Alors c'est intéressant, vous parliez d'allergologie, on ne l'a pas précisé au départ, mais vous êtes professeur en allergologie et en pneumologie. Allez sur ce petit volet santé, au fil des années, y a-t-il une évolution croissante des types de pathologies ou du nombre de malades au sein d'une même pathologie au fur et à mesure des années de votre exercice, de votre expérience de la PPA? Est-ce qu'on constate une évolution, qu'elle soit positive ou moins, au travers de cela, au travers de votre métier? Oui, alors c'est pas possible de le dire à partir de son regard isolément, non. Mais c'est l'épidémiologie qui nous le dit. Oui, l'épidémiologie dit de façon indiscutable que les maladies allergiques ont véritablement explosé, puisque au début du XXe siècle, elles étaient presque inconnues. Et puis aujourd'hui, c'est 20 à 30% de la population générale. On dit parfois qu'en 2050, ça va être la moitié de la population. Plus de la moitié, oui. Et alors pourquoi Bon, c'est sûr qu'elles sont mieux connues, ça c'est un biais. La population est plus consciente, les médecins la connaissent mieux aussi. Mais parmi les facteurs principaux à l'origine de cette explosion des maladies allergiques, il y a
essentiellement ce qu'on appelle l'hypothèse microbiologique. C'est le fait que les enfants, aujourd'hui, sont élevés dans des environnements trop propres. Leur système immunitaire n'est plus stimulé par les virus et les bactéries. Et ils s'orientent vers la voie immunoallergique, donc qui est la voie de la rhinite allergique et de l'asthme. Chronique. Et voilà, et c'est quelque chose que, au niveau sociétal, on commence à prendre en compte. Ne pas surprotéger les enfants, les faire vivre dans des environnements habituels, au plan alimentation aussi. Moi, quand j'ai commencé mes études de spécialité, on disait qu'il fallait, chez le nourrisson, introduire les aliments allergisants le plus tard possible. Mais aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Il faut leur faire manger des cacahuètes le plus tôt possible, parce qu'il y a une période bénie, qui est une sorte de... très tôt dans la vie, une fenêtre dans laquelle le contact avec l'allergène induit une tolérance au lieu d'une sensibilisation. Et donc, une réaction du corps qui, dans l'avenir, permettra de... qui fait qu'il va avoir beaucoup moins de chances de se sensibiliser vis-à-vis de ces différents allergènes. Voilà, donc ça, je crois que c'est l'hypothèse principale. Et puis ensuite, alors il y a des différents aérocontaminants quand même. Les allergènes, le fait de vivre dans des logements de plus en plus étanches, on en a beaucoup parlé ici, ça fait que les concentrations en polluants en allergènes augmentent et donc la sensibilisation augmente. À l'extérieur, c'est un peu la même chose. Puis on pour les surcharge pollens. un petit peu aussi nos environnements, on va le trouver. Voilà, il y a les perturbateurs endocriniens. On a des pollens, il y en a qui aiment beaucoup des plantes en masse. Je voulais juste faire un petit focus sur les plantes. On a aussi notre évolution climatique, les climatologues le prennent, mais aussi au niveau des pollens. C'est-à-dire qu'on va avoir des espèces maintenant, avec l'augmentation du taux de CO2 extérieur et la caractérisation de notre météorologie, qui font qu'on a des allergènes de plus en plus tôt. L'année dernière, en 2023, le premier pic pollinique recensé, avec réactif évidemment important, était le 7 janvier. De plus en plus tôt et de plus en plus longtemps. Aussi les longtemps. saisons polliniques durent plus longtemps. Et tout le monde que j'ai autour de moi, on se questionnait, je m'amusais à leur faire la petite question, et je leur dis, mais c'est quand le premier pic pollinique dans l'année pour vous ? Tout le monde me répondait, mars-avril. Parce qu'on a la sensation de dire, tiens, toutes les fleurs arrivent, les floraisons se font. Et j'ai été extrêmement surpris. Donc, quand on dit 7 janvier, ça les interpelle. Ils se disent, ah ouais, c'est plus long. D'ailleurs, on va aller vers des périodes de pollinique de 2 mois et demi supplémentaires par an, par rapport à ce qu'on connaît. Personnellement, à la PPA, on a installé le capteur pollinique pour effectivement faire les mesures début janvier. C'est ça. Alors qu'habituellement, on l'installe plus tard dans l'année, fin janvier, début février. Alors, donc là, il est déjà en place. J'ai eu des chiffres et des relevés, notamment qui m'ont extrêmement interpellé cette fin d'année. Le premier pic pollinique de 2024 a eu lieu le 23 décembre 2023. C'est lié au fait que c'est une catégorie de plantes qui s'est mise à créer ses pollens, mais en fin de compte, sa maturité de plantes, en fait, est venue déjà dès 2023 commencer. Donc, c'est-à-dire que on a dépassé le cadre de notre année calendaire connue, et on voit là un effet extrêmement important. Vous voyez, on passe d'une pensée du mois d'avril à une réalité finalement plutôt du mois de janvier au tout début, et là, on arrive à fin décembre. Et on a déjà 10 jours d'écart sur une année, ce qui est colossal. Oui, alors il y a une petite anecdote à ce sujet. Les journalistes parlent souvent de marronniers à propos d'informations qui reviennent régulièrement chaque année. Eh bien, ça vient du fait qu'il y a un marronnier à Genève, sur la place du Conseil. Enfin, ça s'est succédé au cours du temps, mais la première feuille qui apparaît sur ce marronnier, c'est le début du printemps. Et depuis le milieu du 19e siècle, on a noté sur des registres la date à laquelle la première feuille apparaît. Et donc voilà l'origine, si vous ne saviez pas de cette expression, c'est un marronnier. Eh ben, ce marronnier-là, on va le regarder avec attention. Et puis, non, je la connaissais pas. On apprend tous les jours, c'est génial. Hein. Non, mais ça, c'est très important. On va terminer l'émission. Il reste 1 minute. Juste un petit mot. On parlait aussi des ambassadeurs RS Santé, des citoyens vers les citoyens. Mais il y avait aussi la périnatalité et les 1000 premiers jours.
jours. Alors, on va clore l'émission sur ce sujet. Dites-nous en quelques mots l'importance des 1000 premiers jours et cette action aussi de la PPA par rapport à ça. Oui, alors le PPA porte le projet fait pour Femmes enceintes environnement santé, un projet qui est né en Nord-Pas-de-Calais en coordination avec la mutualité du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc l'objectif c'est de vraiment faire prendre conscience aux futurs et jeunes parents de l'importance des 1000 premiers jours de la vie qui conditionnent finalement la santé de l'individu de demain. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est de faire monter en compétence tous les professionnels de la périnatalité sur ces questions-là, et donc de par l'expertise de la PPA, notamment sur la qualité de l'air intérieur, les cosmétiques et puis l'alimentation. Donc, de faire monter en compétence des professionnels de la périnatalité, notamment des sages-femmes, mais pas que, sur ces questions-là, pour que ces professionnels puissent devenir acteurs relais auprès des futurs et jeunes parents pour essayer de leur faire prendre conscience de l'importance de certains messages et d'être toujours dans une communication bienveillante et pas culpabilisante et d'avoir toujours un regard positif finalement pour encourager le changement, parce que l'objectif n'est pas d'être dans la répression ou le jugement, c'est vraiment l'accompagnement pour permettre le changement et d'avoir un message plutôt positif. Alors, c'est peut-être plus facile dans cette période de la vie qui correspond généralement à un événement heureux. Néanmoins, c'est aussi un des facteurs et des points d'attention de la PPA, c'est d'être dans l'accompagnement et pas le jugement par rapport à ce changement nécessaire pour contribuer à avoir la meilleure qualité de l'environnement. Pour l'enfant. Et puis en plus, ces 1000 premiers jours, ça ne démarre pas à la naissance. Non, c'est dès la conception. Ça démarre bien avant. Eh bien écoutez, on va suivre tout ça avec attention. Je le rappelle, appa.asso.fr pour retrouver et vos actualités et aussi toute la littérature la scientifique que vous avez pu avoir. Delphine Vosmich, directrice de la PPA, merci beaucoup encore d'être venue à l'émission. Denis Charpin, cher professeur, président de la PPA également, merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus, vous le savez, sur cette émission. J'espère vous revoir bientôt. Avec grand plaisir, vous êtes ici chez vous. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Et chères auditrices, chers auditeurs, prenez soin de vous. Sortez, allez vous aérer, respirez en grand, et puis allez un petit peu, je dirais, sur des sites comme celui de la PPA et bien d'autres encore, pour vous éclairer, pour bien faire chez vous, pour avoir une bonne qualité de l'air. C'est pas dur de bien faire, suffit de s'informer, et l'action suit toute seule. Merci beaucoup, à très bientôt. Élément Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.